Voilà, la première tasse actu que nous démarrons avec ce conseil présidentiel sur la gestion de l'épidémie du coronavirus qui s'est tenu hier au palais. Le chef de l'État, donc c'était sous la houlette du chef de l'État qui a permis aux différents acteurs de faire le point. Le chef de l'État, Macky Sall, qui appelle au respect des mesures barrières et au renforcement de la surveillance. Je vous propose de l'écouter. Je puis rassurer les populations de l'engagement plus que déterminé de l'État à mettre en œuvre tous les moyens et toutes les ressources nécessaires en vue d'assurer la gestion optimale de la pandémie, la détection précoce des cas et le diagnostic rapide des cas graves, ainsi que leur prise en charge médicale dans les différentes structures sanitaires du pays. Je relève naturellement l'impératif d'éviter tout relâchement et de poursuivre sur l'ensemble du territoire national les contrôles du respect strict de l'observance des gestes et mesures barrières. J'exhorte le ministre de la Santé et de l'Action sociale à accélérer la décentralisation des dispositifs de tests diagnostiques liés à la COVID-19 et à renforcer en permanence l'équipement et l'encadrement des structures de santé et centres de traitement installés dans les différentes régions. Voilà, Chérif Dia, à l'issue de ce conseil présidentiel, beaucoup de décisions ont été annoncées. On parle éventuellement d'un état d'urgence ciblé. Et je pense que, vu la progression de la pandémie, certains pensent que cela pourrait arriver. Oui, en tout cas, c'est ce qu'a fait savoir le président Macky Sall, qui dit qu'il n'exclut pas de recourir à des états d'urgence localisés. Si cette situation doit perdurer, donc mieux vaut éviter d'en arriver là. Mais si ça doit continuer, nous prendrons les mesures que nous estimons utiles pour protéger la santé des populations. Il faut, selon Macky Sall, le respect des gestes barrières. Il faut le port obligatoire et correct du masque. Nous allons encore mettre à la disposition des masques. Ça, le gouvernement doit y travailler très rapidement, renforcer et éviter aussi inviter toutes les bonnes volontés qui peuvent agir dans ce sens. Les sociétés qui sont présentes dans ce pays doivent accompagner ce geste citoyen, ainsi que les collectivités territoriales, a dit le président Macky Sall au cours toujours de ce conseil présidentiel sur la gestion de l'épidémie à coronavirus. Il y a une déclaration très importante également du directeur de l'hôpital principal, le professeur Mame Thierno Dieng, également général. Il dit, comme la plupart des malades sont décédés à l'hôpital principal, nous avons pu faire la traçabilité. Ils sont infectés dans des cérémonies funéraires, principalement les levées du corps, les enterrements. La plupart sont infectés dans ça. Donc, on espère que les autorités vont mettre un terme à ces cérémonies funéraires, surtout les levées du corps. Il y a également cette déclaration du professeur Mamadou Diarabé, qui est le directeur du SAMU national. On a eu des patients qui ont été testés positifs, qui ont présenté des comorbidités et qui ont refusé systématiquement d'aller dans des centres de traitement et qui se sont aggravés par la suite. Il y en a même qui ont malheureusement perdu la vie, conséquence du délai très tardif de recours aux structures de santé. Voilà, le docteur Babacar Niang en parlait hier sur ce plateau. Toujours concernant la situation du coronavirus au Sénégal, le professeur Bekay Fall, médecin colonel, alerte les jeunes sur les risques de propagation de la pandémie. Selon le chef service biologie médicale de l'hôpital principal de Dakar, si les personnes âgées sont considérées comme les sujets à risque, les jeunes aussi sont exposés. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai, mën nga nekk jeune 20 ans 30 ans 40 ans mbir mi dal la mu bett la. La personne, qu'elle soit âgée de 20, 30 ou 40 ans, peut aussi être fragile. Des jeunes sont bien morts du coronavirus, même si à un certain moment, ils se sentaient à l'abri de cette maladie. Nous avons perdu des êtres chers, certes, mais il ne faut jamais oublier que le virus n'épargne personne, donc plus de vigilance. Des gens ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Les entreprises ne gagnent presque plus rien. Les hôpitaux également n'ont plus de recettes. Parce que actuellement loo jàpp bu mbir mi continuer kala doon fay du ko mën même état. Et
puis retenez que le ministre de l'Intérieur fait face à la presse vendredi. Aly Ngouille Ndiaye va se prononcer sur les nouvelles mesures prises par son département dans la lutte contre la pandémie. Et cela fait suite à la demande du chef de l'État qui veut un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l'accès des plages et des rassemblements publics. Et puis retenez que le défunt khalife de Medina Baye a été inhumé à Kaolack ce jeudi. C'était devant une foule monstre venue l'accompagner à sa dernière demeure. Vous avez suivi en direct sur la TFM la cérémonie. Aux États-Unis, la mort des 5 Sénégalais à Denver. Le consul sénégalais attendu sur place. L'on soupçonne une piste criminelle. L'un des rescapés, une femme, sera opérée. Le FBI a publié une nouvelle vidéo montrant l'atrocité de l'incendie, comme vous le voyez sur ces images. Et puis, grève du Sud-Gis, les greffiers ad hoc ne sont pas en mesure d'assurer à l'intérim des 1200 travailleurs de la justice en grève, a déclaré le maître Ayaboun Malik Diop. Le Sud-Gis qualifie d'illégal l'initiation de 38 agents de l'administration pénitentiaire au métier de greffier et accuse le garde des Sceaux de ne pas jouer franc jeu avec l'opinion publique. On voit cela dans cet élément signé Younous Diatta et Mohamed Samb. Le bras de fer entre le Sud-Gis et le ministre de la Justice Malick Sall est loin de connaître son épilogue. Les travailleurs de la justice déversent leur colère sur le garde des Sceaux qui autorise la formation de 38 agents de l'administration pénitentiaire au métier de greffier pour pallier à la grève du Sud-Gis. Ça ne peut pas être une solution. Parce que ce n'est pas seulement des greffiers qui font la grève, c'est plus de 1200 agents qui font la grève, parmi lesquels il y a 400 greffiers. Donc vouloir supprimer 1200 travailleurs, 400 greffiers par 38 agents de l'administration pénitentiaire mal formés en 10 jours, alors que pour avoir un greffier plume à la main, il faut 2 ans de formation, c'est du saupoudrage, c'est tromper l'opinion publique. Maître Ayaboun Malik Diop s'en prend au ministre de la Justice et l'accuse de faillir à sa mission. Le président de la République lui a donné des directives allant dans le sens de régler les problèmes, il ne l'a pas fait. Le président de la République lui a donné des directives allant dans le sens de calmer la tension sociale, il ne l'a pas fait. En lieu et place, pour masquer ses carences, il a donné de fausses informations au gouvernement jusqu'à l'induire en erreur pour que ce texte de l'école soit signé de manière unilatérale. Non sans évoquer la position de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, le secrétaire général de l'UNSAS liste les revendications du Sud-Gis. La mise en œuvre du protocole d'accord du 17 octobre 2018. La publication au journal officiel des décrets numéro 2018-2259 du 14 décembre 2018. Du décret 2018-2260 du 14 décembre 2018 et 2018-2261 du 14 décembre 2018. Qu'il soit le syndicat des travailleurs de la justice ou la tutelle, aucune des deux parties ne lâche du lest. Pendant ce temps, l'UNSAS s'approprie le combat du Sud-Gis et décide de dérouler un plan d'action qui ne fait que commencer. Voilà l'actualité internationale à présent avec Momodou Fall et cette nouvelle qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara qui annonce sa candidature pour l'élection présidentielle. Tout à fait, cher Tidiane Dia, une annonce faite à la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien parle de cas de force majeure et d'un sacrifice pour son pays. L'annonce de la candidature du président Ouattara n'est pas une surprise. Selon Barkaba, l'analyste politique parle d'une décision qui va entraîner des controverses juridiques. Nous l'écoutons. La décision du président Ouattara de se présenter à un troisième mandat est tout sauf une surprise. En réalité, après le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il semblait bien que Ouattara n'avait plus toutes les cartes en main et qu'il n'avait pas songé à un plan B, d'où l'imbroglio dans lequel s'est retrouvé le chef de l'État ivoirien avec le décès brutal de son Premier ministre, la démission de son vice-président et la décision qu'il a prise de nommer Ahmed Bakayoko Premier ministre.
Alors, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives pour le président ivoirien qui n'avait pas anticipé cela. Et c'est la raison pour laquelle les caciques du RHDP l'ont poussé comme l'homme providentiel, seul capable de sauver le navire ivoirien. Maintenant, c'est une décision qui sera extrêmement lourde de sens dans la mesure où elle va entraîner évidemment des controverses juridiques parce que les adversaires du président Ouattara pensent qu'il n'est pas habilité à se présenter à un troisième mandat, même si lui a toujours affirmé le contraire. La deuxième conséquence, c'est que la Côte d'Ivoire étant une des locomotives de l'UEMOA et un des pays les plus puissants de la CEDEAO, évidemment, d'autres candidats à un troisième mandat vont observer de très près ce qui va se passer là-bas pour éventuellement, eux aussi, tenter le passage, le coup de force pour un troisième mandat. Autant de décisions qui risquent d'installer un peu plus notre sous-région dans une zone de turbulence. De Barkaba sur la situation ivoirienne. En Guinée, le président Alpha Condé prend acte de l'appel de son parti à briguer un troisième mandat, un appel qui lui a ouvert la voie donc à un troisième mandat, malgré la vague de protestation que cette perspective soulève depuis des mois en Guinée. Plus de détails avec Fat Bintou Condé. Le parti du président guinéen Alpha Condé lui a largement ouvert la voie à un troisième mandat en lui demandant ce jeudi 6 août d'être son candidat à la présidentielle d'octobre, ce malgré la vague de protestation que cette perspective soulève depuis des mois dans ce pays. Alpha Condé dit prendre acte, c'était lors de la convention électorale de son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, qui lui a demandé jeudi d'être candidat à la présidentielle. Le RPG, en effet, selon la députée Zeynab Kamara, veut une mobilisation nationale et totale, notamment de toutes les structures du parti pour une victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle. Réunis depuis mercredi dans l'enceinte du Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale, quelques 304 du RPG ont multiplié les éloges au chef de l'État, 82 ans, absent jusqu'ici de la convention. Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, ne s'est jusqu'à présent pas formellement porté candidat à un troisième mandat, répétant depuis des mois que c'est son parti qui décidera. La date proposée du 18 octobre pour la tenue du premier tour n'a pas encore été validée par le chef de l'État. Fat Bintou Conté en Mauritanie, le ministre Ismaël Ould Beda Ould Cheikh Sidia a présenté la démission de son gouvernement au président de la République. Cette décision intervient alors qu'une enquête parlementaire a été conduite pour des faits de corruption visant plusieurs ministres. Explosion au Liban. Pour terminer, au moins 16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des autorités douanières ont été placés en détention dans le cadre de l'enquête sur l'explosion meurtrière du mardi 4 août. Il s'agit de responsables du conseil d'administration et du conseil du port, de l'administration des douanes, des ouvriers ayant effectué des travaux dans le hangar 12 où étaient stockés les tonnes de nitrate d'ammonium. Cher Tidan Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Maudoufal. Fatih, c'était la première tasse actu de ce matin. Première tasse actu.